On est début octobre 2022, je passe le week-end chez ma grand-mère à la Teste de Buch, près d'Arcachon. Il fait encore chaud, trop chaud pour la saison. Je suis sur la terrasse en train de travailler. Ma grand-mère s'est installée dans une chaise longue un peu plus loin. Elle écoute l'épisode 4 de Mort ou flic. Et pendant 25 minutes, je l'entends s'exclamer régulièrement depuis le fond du jardin. Très bien. L'historien, c'est... Ah, c'est fini. Plus tard dans la soirée, je lui fais écouter l'épisode 5, en avant-première. Et à la fin, à chaud, j'ouvre mon micro et je lui demande ce qu'elle en a pensé. Je ne sais pas quoi dire. Ça me fait réaliser combien ça a dû être dur de revenir à la normalité dont tu parles, là, justement, la vie normale. Je me demande s'il est jamais vraiment revenu. Je me rends compte qu'il y a eu toutes ces difficultés, tous ces combats, tout ce combat finalement, pour simplement être et exister normalement en ayant passé une période difficile, trouble, en essayant de rester le mieux possible, en essayant finalement d'exercer son métier le moins mal possible ou le mieux possible. Dans cette situation où ils étaient à moitié entre les résistants, alors ceux qui essayaient de se battre, et puis le gouvernement de Vichy, donc l'autorité. Eux, ils étaient entre les deux. Comment arriver à la fois obéir? C'est toute la difficulté. Je crois que c'est du début à la fin, cette difficulté. Chaque policier, chaque fonctionnaire, finalement, se retrouvait face à sa conscience. Comment faire? Comment agir? Sans pour autant mettre sa vie en danger, ni en danger non plus sa famille. Il y a quand même une femme, des enfants. C'est un choix difficile. Mort aux flics, suite et fin, l'honneur. Comme on l'a vu dans l'épisode 5, Pierre finit par réintégrer la police. Il devient officier de la police de l'air et des frontières à l'aéroport du Bourget. Il était très fier, mais au sens profond, réel du terme. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi. Parce que, comment dire, cette responsabilité, c'est vraiment, il l'a acquise à force de conviction, de peut-être la notion de son travail, de sa notion de l'importance, le rôle. Et se prouver peut-être à lui-même qu'il était redevenu pleinement policier, pleinement utile à la société peut-être. Je ne sais pas. Bon, en plus, il a la médaille quand même, il a eu la reconnaissance. La médaille, ça, je sais qu'il m'avait dit, tu vois, ça vaut tout l'or du monde. Il t'avait dit ça comme ça? Ouais. Ah oui, la médaille de la police. Elle est là, elle est dans le couloir, c'est sacré. Donc il a eu quand même après les honneurs de la police. Voilà. Après tout ce combat. Ça valait la peine de se battre finalement, et puis peut-être pour établir la vérité, la dignité, voilà, au-delà de la vérité, la dignité d'un homme, la dignité d'une fonction, et aussi derrière cette solidarité avec les autres, ceux qui ont été accusés à tort et ceux qui n'ont pas pu se défendre. Moi aussi, au fil de mes recherches, j'ai l'impression de comprendre un peu mieux mon arrière-grand-père, sa position dans l'histoire, ses convictions. Pierre n'était pas la brute antisémite que je pouvais imaginer plus jeune. Et l'histoire de la police française sous l'occupation est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée que ce que je pensais avant de commencer cette enquête. Mais au bout du bout, les faits sont là. En juillet 2022, c'était le triste anniversaire de la rafle du Veldiv.
Entre les 16 et 17 juillet 1942, 13 000 juifs ont été arrêtés puis déportés par la police parisienne sur les ordres du gouvernement de Pétain. Parmi eux, 4 115 enfants. Au total, ils seront à peine plus de 800 à revenir chez eux. Et ce n'est qu'un exemple parmi les horreurs commises ou cautionnées par les policiers pendant la guerre. Certes, Pierre n'a pas participé à ces arrestations. Mais est-ce que ça compte ? Avec ce podcast, je n'ai pas envie de tomber dans le not all flic. Parce que derrière chacun des individus qui la constituent, la police est une institution sombre. Son passé comme son présent sont entachés de violence. Depuis quelques années, les violences policières sont devenues un sujet médiatique, de plus en plus documenté, fouillé par les journalistes comme les sociologues. Est-ce que vous souhaitez un café ? Oui, je veux bien un espresso, s'il vous plaît. Ça marche. Je suis Fabien Jobard, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille sur les questions de police et justice pénale. À ce stade de l'enquête, je ne peux m'empêcher de me demander si ces violences policières, justement, ne tiendraient pas de Vichy. Est-ce que Vichy, ses lois, son autoritarisme, infusent encore dans notre police contemporaine ? Je pense qu'il ne reste pas grand-chose en fait de Vichy aujourd'hui. En revanche, ce qui reste dans la mémoire institutionnelle de la police, en particulier de la police des grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille, c'est la guerre d'Algérie. Non pas que les jeunes, quand ils entrent dans la police, ont un souvenir de la guerre d'Algérie ou ça leur parle pas la guerre d'Algérie, mais il se trouve que je dirais que la période ouverte par Vichy, elle a sans doute été refermée. La période ouverte par la guerre d'Algérie, les circonstances, notamment économiques, de l'histoire de France ne l'ont pas refermée. Parce que lorsque la guerre d'Algérie éclate, grosso modo au milieu des années 50, c'est une guerre longue, jusqu'au début des années 60, et le FLN déclare la guerre, qu'il faut porter la guerre sur le territoire métropolitain. Et le territoire métropolitain, c'est essentiellement Paris. Et la forme que ça prend, c'est l'assassinat en pleine rue de policiers parisiens. Par ailleurs, le pouvoir politique de la 4e République, mais aussi de la 5e, c'est plus compliqué sous la 5e République, pourvoit les hauts cadres de la préfecture de Paris en soutien fervent de l'Algérie française. À tel point que Maurice Papon, qui est nommé, je crois, en 1957, était quelqu'un qui avait été préfet à Constantine. Ce sont des préfets de temps de guerre, de zones de guerre, qui agissent en période d'état d'urgence. Tout ça mélangé donne les drames qu'on connaît, tels que le 17 octobre 1961 et les jours suivants, une centaine, peut-être 200 Algériens sont tués, tabassés, jetés à la Seine, mitraillés, morts ensuite dans des camps. Enfin, ça a duré plusieurs jours, c'est pas juste un moment de dérive collective pendant quelques heures, une nuit donnée, et ce sous les quasi-encouragements de Monsieur Papon, qui diffuse sur les ondes radio des fausses informations qui tentent à faire croire que des collègues ont été égorgés par des Algériens en pleine rue. Ce qui ça, dans un moment de tension tel que octobre 1961, à la suite de l'été 61, dans lesquels plusieurs policiers se sont fait tuer, c'était un blanc-seing. Un blanc-seing. Donc imaginez des policiers français qui débarquent après leur formation à l'école dans une cité de la grande périphérie parisienne, ou même à l'époque d'ailleurs de la petite périphérie parisienne, la première couronne. Ils voient essentiellement des jeunes hommes issus de l'immigration, puisque c'est là qu'ils sont, c'est là qu'ils habitent, qui tiennent les murs. Or, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle, le travail premier de la police, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de désordre sur la voie publique. Et donc, si vous voulez, sur la voie publique, il y a eux et il y a les autres. Il y a eux et il y a les descendants de l'immigration coloniale. Et il faut vraiment longtemps, c'est-à-dire les années 90, après toute une série d'émeutes urbaines, notamment dans la première moitié des années 90, qui sont toutes, sauf peut-être celle de Sartrouville, qui sont toutes
liées à des violences policières pour qu'il y ait une prise de conscience de ce qu'il faut changer les doctrines policières. Et il y a des policiers, il y a des cadres policiers, des chefs de police qui sont très sincères aujourd'hui, qui voudraient que ce soit autrement. C'est très dur de faire changer de trajectoire un navire aussi lourd lorsque, depuis plusieurs décennies, il est engagé sur la même direction. Aujourd'hui, dans la culture professionnelle, dans la culture institutionnelle de la police, la guerre d'Algérie, la période coloniale, la police post-coloniale pèse beaucoup plus, beaucoup plus. Dans les années 60, ma grand-mère vivait à Paris, boulevard Richard Lenoir. Elle se souvient très bien de cette soirée du 17 octobre 1961. C'était le soir, dans la nuit, et on commençait vraiment, on voyait ces gens qui couraient dans du boulevard Richard Lenoir. On s'est mis au balcon et on voyait les flics qui arrivaient. Et j'ai une scène très en tête que je ne n'oublierai jamais. J'ai vu un homme, et je suis sûre qu'il est sorti du métro Breguet-Sabat. Je l'ai vu sortir, il avait un chapeau. Il a traversé la rue. Au moment où il monte sur le trottoir, il y a un flic, oui, qui est arrivé, deux même peut-être, et se sont mis à le tabasser. Il est tombé par terre, son chapeau a tombé par terre, et ils se sont mis à le taper une fois qu'il a été par terre. C'était tellement ignoble que ma tante Xavier et moi, tellement offusqués, à la fenêtre, hurlant, espèce d'assassin, assassin. Et c'était cette injustice, cet homme qui ne pouvait pas se défendre, et puis d'autres aussi, je les voyais courir, et puis on leur tapait dessus. Alors, on n'était pas près de la scène, donc le reste, je n'ai pas vu, mais c'était ignoble. Ça m'a... Et on voyait on sentait qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, à tel point que mon père nous a fait rentrer, espèce de folle, arrêtez donc de les traiter d'assassins, parce que les flics, ils ont levé la tête quand ils nous ont entendus hurler à la fenêtre. La concierge, on a ouvert les portes pour que ceux qui étaient poursuivis rentrent et se protègent dans l'immeuble. Oui, mais... Et alors mon père nous dit, vous voulez qu'on se fasse arrêter ? Vous voulez qu'on se fasse arrêter ? Vous voulez vous faire arrêter ? Et à votre tour, il nous a littéralement refermé les fenêtres, nous a fait rentrer en nous traitant de folles. Là, on sentait qu'il fallait se taire, que la police, ces gens-là, du moins, ils avaient tous les droits, ils pouvaient tout faire. Ce dont parle ma grand-mère, c'est du sentiment d'impunité de ceux qui détiennent l'autorité. Et Pierre lui-même en avait conscience. Pire, il en avait peur. Mais aujourd'hui, 60 ans plus tard, a-t-on mis des choses en place pour qu'une telle scène ne se reproduise pas ? Comment encadre-t-on la police ? Qu'est-ce qui encadre la déontologie des policiers ? Est-ce qu'il y a un texte de loi ? La déontologie des policiers, oui, il y a un paquet de textes de loi. D'abord, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préambule de la Constitution. Puis 89, la Déclaration des droits de l'homme est affichée dans les commissariats. Ensuite, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, et ça c'est le texte le plus important parce que c'est un texte qui introduit la torture en droit français. Pour diverses raisons, la torture n'est pas inscrite dans notre code pénal, mais qui introduit cette notion de, par ailleurs, droit à la vie et traitement inhumain ou dégradant, dans le même article que la torture. La France est un des très rares pays européens à l'époque à avoir été condamné pour torture. Un citoyen marocain, trafiquant de stupes, arrêté et torturé pendant plusieurs jours par les policiers à l'époque c'était le service régional de police judiciaire à Bobigny. Et par ailleurs, le Conseil de l'Europe, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité de prévention contre la torture et les traitements dégradants, inhumains ou dégradants. Et ce CPT, Comité de prévention de la torture, visite toutes les institutions dans lesquelles des gens sont détenus, enfermés contre leur gré. Et les visites des commissariats
français sont souvent accablantes, alors moins que les prisons françaises. Mais je me souviens de la visite du comité de 1994, ça avait fait du bruit à l'époque. En plus de ces textes, il y a un code de déontologie adopté en 1986. C'est intéressant parce que c'est un texte qui date du 18 mars 1986, c'est-à-dire du mardi 18 mars, parce que le dimanche 16 mars, c'était les élections législatives et le gouvernement socialiste perd les élections. Et le ministre de l'Intérieur à l'époque, Pierre Joxe, signe vite fait bien fait deux textes. Un texte qui crée une haute autorité de contrôle de la déontologie policière et un texte qui crée le code de déontologie. Changement de gouvernement, Charles Pasqua, Robert Pandreau sont ministres de l'Intérieur. Ils ne feront jamais advenir la haute autorité, mais ils n'osent pas toucher au texte sur la déontologie, qui est resté ensuite, jusqu'à nos jours. Il a été réformé en 2014, mais avant 1986, il n'y avait pas de code de déontologie, il n'y avait rien. Depuis cette réforme de 2014, la police nationale et la gendarmerie sont soumises aux mêmes obligations. Et si vous êtes vraiment très curieux ou curieuse, vous pouvez les consulter dans le Code de la sécurité intérieure, partie réglementaire, livre 4, titre 3, chapitre 4. Mais force est de constater que ce code n'a pas empêché un certain nombre de bavures. Certains, comme le journaliste David Dufresne, en tiennent même le compte. Adama Traoré et Cédric Chouviat sont morts après des interpellations, Michel Zecler a été passé à tabac, et c'est sans parler des nasses en manifestation, des délits de faciès, ou encore de la façon dont les victimes de viol sont accueillies lorsqu'elles souhaitent porter plainte. Emmanuel Macron, au cours de son premier mandat, demande 3 fois à la police d'adopter un plan de réforme de sa déontologie, et 3 fois il ne se passe rien. Emmanuel Macron le fait à la suite du tabassage de Michel Zecler, à la suite d'un épisode de Gilets jaunes et à la suite de la découverte de ce groupe WhatsApp en juin 2020, donc de policiers de Normandie qui échangeaient des propos racistes entre eux. Donc, et 3 fois il ne s'est rien passé. Il y a peu de pays d'Europe de l'Ouest dans lesquels la police a un tel pouvoir. D'un autre côté, la police a été utilisée par les politiques, et notamment par Nicolas Sarkozy, comme un instrument de conquête du pouvoir. Ça a considérablement politisé la police, et vous avez vu, à l'exemple de votre arrière-grand-père, ce qu'est une police politisée. Les courants, les factions, les conflits, la lourdeur, la pesanteur que ça impose dans l'institution. Et cette politisation a paradoxalement amené le politique, les gouvernements successifs, à être dépendants des forces, je dirais, ou des courants les plus radicaux dans la police, parce qu'ils s'en sont fait les otages. Nicolas Sarkozy, en gros, il a gouverné la police grâce à un syndicat dont il avait favorisé la création, qui s'appelle le syndicat Alliance. Alliance Police Nationale, qui est un syndicat très particulier parce que c'est un syndicat de gardiens de la paix, affilié à la Confédération française des cadres, CFC-CGE. Et c'est un syndicat qui a considérablement contribué à radicaliser la police. Si bien que les politiques courent après eux, pour surtout pas s'attirer la fureur des policiers, la colère policière. Et il est très difficile pour les politiques de peser sur la police, d'introduire, de développer un programme tel qu'une autre police est possible, parce que la force politique de la police est très grande. Vous vous souvenez de Montesquieu qui disait que seul le pouvoir arrête le pouvoir. Or, en France, rien n'arrête la police, si ce n'est la justice, qui est l'un des appareils judiciaires en Europe les plus faibles, en nombre de juges, en nombre d'avocats, en budget.
Quand j'ai rencontré Fabien Jobard, je suis arrivée avec 2 idées en tête qu'il a parfaitement démontées. Je pensais que 1. La police d'aujourd'hui avait été irrémédiablement marquée par Vichy, et 2. Que la police était complètement soumise à l'autorité politique. Et en fait, comme pour tout, c'est un peu plus compliqué que ça. Comme vous le savez maintenant, Pierre, mon arrière-grand-père, a été policier jusqu'au début des années 60, en plein pendant la guerre d'Algérie. Encore une fois, il s'est retrouvé du côté d'une autorité incarnant la répression. Plus j'avance dans ce podcast et plus je me rends compte des paradoxes dans lesquels Pierre vivait. Ni collabo, ni résistant, ni traître, ni patriote, à la fois flic et prisonnier. Un type empêtré dans ses convictions et ses doutes, et surtout traumatisé par son expérience de l'épuration. Il était détenu, là. Je pense que ça a certainement changé quelque chose, oui. Détenu, oui. Il avait vraiment peur, je pense. Oui, il avait vraiment peur. Il s'était trouvé dans un engrenage où il avait failli y passer et il se rendait compte que c'était facile, peut-être, qu'on tombe facilement, quoi. Du jour au lendemain, c'était lui qui était en prison. Et ça expliquerait la suite ? Ça pourrait expliquer la suite. La suite. Justement, il faut que je vous avoue un petit truc. Je ne vous ai pas encore donné la vraie raison de ma fascination pour mon arrière-grand-père. Au-delà de son rôle de policier pendant la guerre, de son arrestation, de sa potentielle collaboration avec les nazis, il y a un événement bien précis qui m'a donné envie d'ouvrir les archives. Je me souviens. On est en décembre 2016, j'ai 18 ans, il fait noir. On entend les gouttes de pluie tomber sur les carreaux de la voiture. On roule vers notre destination de vacances, pour fêter Noël. Ma grand-mère et moi sommes à l'arrière. Je ne sais pas si c'est l'obscurité, la période de l'année, ou ma majorité, peut-être un peu des trois. Mais là, sans crier gare, ma grand-mère me fait une révélation. Elle me parle de son père, de son passé, et de ce truc qu'elle ne m'avait jamais dit avant. Il y a eu un jour, il m'a dit, et pas longtemps avant de mourir, tu sais, il faut que je te dise, je fais partie du contre-espionnage, voilà, ça s'appelle le SDEC. Tu le dis à personne. Le SDEC, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, l'ancêtre de la DGSE. Donc, après tout le parcours, les retournements de situation que je vous ai racontés, mon arrière-grand-père aurait fini agent secret. C'est un peu la cerise sur le gâteau, et pourtant, ça ne s'arrête toujours pas là. L'autre chose que ma grand-mère m'a raconté ce soir-là, c'est que son père était mort, bizarrement, en pleine rue, à Paris, un après-midi de juin 1963. À 22 ans et désormais orpheline, elle a dû aller l'identifier à la morgue, seule. Il n'y a pas eu d'autopsie. Des mois d'enquête pour en arriver là. Avec moi, vous avez appris à connaître Pierre Fratani, flic sous Vichy. Et ensemble, on a exploré une facette méconnue de l'histoire de la police française. Dans l'épisode 1, je vous parlais de la honte que j'avais toujours un peu ressentie au fond de moi. Cette honte n'existe plus, ou presque. Et pour ma famille, c'est aussi le moment de faire la paix avec son passé. Ce que la famille, ce qu'ils ont vécu, ils l'ont vécu comme ils étaient, avec ce qu'ils étaient, soit d'un côté collabo ou autre chose, qu'importe, parce qu'on peut pas juger. On ne sait pas ce que nous-mêmes on aurait fait ou ce qu'on pourrait faire. On n'a pas apporté de jugement, ni de culpabilité de ce qu'ils peuvent avoir fait ou pas fait, et une certaine distance, et surtout un apaisement. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, il ne me reste plus que de la curiosité. Je veux en savoir plus sur le SDEC, découvrir le rôle que mon grand-père y tenait, comprendre la façon dont il est mort. Mais ça, c'est une autre histoire. Mort ou flic est un podcast de Bénédicte Gilles et Gaëlle Chihan. Mais maintenant, c'est aussi un peu le vôtre. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir suivi cette enquête avec nous. On espère que ça vous a donné envie, à vous aussi, d'en apprendre plus sur vos ancêtres. Ce podcast n'aurait jamais vu le jour sans l'aide et le soutien de nombreuses personnes. Alors c'est parti pour les remerciements un peu longs.
Merci à Alfida déjà pour la confiance qu'elle nous a accordée. Merci à Jean-Marc Berlière, Sylvie Zeigman et Fabien Jobard pour le temps qu'ils nous ont consacré. Merci pour les discussions passionnantes dont vous n'avez malheureusement pu avoir qu'un extrait. Merci à Simon Gilles pour ses musiques. Merci aux amis pour les doublages, Alexandre, Capucine, Claire, Élise, Maëlle, Mathieu, Pierre-Yves, Raphaël et Simon. Merci à Anne-Marie, Candice, Mélissa et Emeline pour leur participation. Merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés durant l'enquête, notamment Clémence, Élise et Dominique. Merci aussi à notre école, le CELSA, qui nous a mis à disposition matériel d'enregistrement et studio radio. Et un merci particulier à Solène et Eric du service audiovisuel. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à lâcher un max d'étoiles sur votre appli de podcast.